La vache folle britannique inquiète l'Europe. Les autorités françaises renforcent le contrôle aux frontières pour empêcher toute importation à Bruxelles. Des experts planchent sur les résultats des études britanniques. Dans ce journal, nous irons bien sûr à Bruxelles et à Londres, où la polémique fait rage sur les négligences du gouvernement anglais. En France, certains abattoirs instaurent un label de qualité française. Dans ce journal également, la guerre du ciel entre France et États-Unis, les propos cinglants de Philippe Séguin sur l'emploi, le tirage au sort pour les demi-finales des Coupes d'Europe de football et la fin des débats à Béthune dans le procès Testu. Madame, Monsieur, bonsoir. La décision des autorités françaises de suspendre pour l'instant toute importation de viande bovine en provenance d'Angleterre a été imitée par bon nombre de pays. Après la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, ce sont l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et même des pays beaucoup plus lointains comme la Nouvelle-Zélande et Singapour qui ont pris des mesures identiques. Et aujourd'hui, le gouvernement français a décidé de renforcer le contrôle aux frontières pour empêcher toute importation frauduleuse. Gilles Marinet. À Calais, principal port transmanche, tous les camions désireux d'entrer sur le territoire sont interceptés par les douaniers. Les transports frigorifiques susceptibles d'importer de la viande interdite sont systématiquement fouillés. Le cordon sanitaire s'est mis en place. Ça veut dire que depuis l'arrêté du ministre, aucun animal vivant, d'espèce bovine, je précise bien, de viande fraîche et de produits ne doit pouvoir rentrer sur le territoire français. Contrôle renforcé également à Dunkerque, Boulogne et d'une manière générale à tous les passages de frontières. C'est ainsi que dans la région lilloise, 19 tonnes de viande britannique venues de Belgique ont été interceptées et refoulées. 10 000 douaniers, pas moins, sont mobilisés pour assurer l'arrêt total des arrivages de viande interdite. Le truc, il est là-devant. Et la grande distribution recommande à ses adhérents de ne plus mettre à la vente de viande bovine britannique. La vache folle inquiète, mais le consommateur, vous allez le voir, reste malgré tout assez serein. Reportage à Nice, Yannick Aroussi et Didier Beaumont. Quand le soleil brille, les terrasses font le plein, même dans un restaurant à viande en pleine affaire de maladie de la vache folle. Les clients n'en font pas une maladie. Tartare et bavette font recette comme d'habitude. Ça ne m'inquiète pas, j'ai entendu ce matin effectivement longuement parler sur une radio et quand je suis venue manger à l'Hippo aujourd'hui, j'ai absolument pas pensé quand j'ai commandé un tartare. Je ne dis pas que je vais en manger tous les jours, mais ça ne m'angoisse pas outre mesure, ça ne m'empêche pas de vivre au jour le jour. Mais c'est vrai qu'il y a un risque, c'est tout, on le prend et puis voilà. Il y a un risque de traverser, de se faire écraser, donc c'est pareil. Elle n'a pas traversé la Manche. Séance de dégustation dans cette grande surface niçoise. Ici, 60 tonnes de viande de bœuf sont vendues chaque mois. Pas de psychose ce matin, mais on tient à informer et à rassurer le client. Apparemment, les ventes de ce matin se déroulent comme un vendredi normal, avec quelques questions supplémentaires, c'est tout. Des questions bien évidemment sur la provenance de la viande. Ici, tout vient de Normandie, mais certains clients regardent les étiquettes de très près. Puis on est averti, on fait un peu plus attention qu'avant. On ne mangera plus du tout de viande qui vient de l'étranger, surtout d'Angleterre. Il paraît que les maladies ne se passent pas des animaux aux humains, mais il vaut mieux faire attention. Quelques interrogations également dans cette boucherie de quartier, mais les clients ont plutôt l'habitude de faire confiance. On sait ce qu'on achète, on sait où on l'achète, et donc il n'y a vraiment aucune sorte d'inquiétude à avoir. La Confédération française de la boucherie conseille aux détaillants de mettre en évidence l'origine de la viande et pourquoi pas l'état du boucher. En Angleterre maintenant, le gouvernement et les éleveurs britanniques sont suspendus à l'avis des experts européens. L'ensemble du cheptel est menacé et la polémique enfle. Le gouvernement, pour beaucoup, n'aurait pas pris les précautions qui s'imposaient en temps et en heure. Véronique Tavot. Inquiets quant au présent, incertains sur leur avenir, voilà résumé l'état d'esprit des agriculteurs britanniques aujourd'hui. William Martin, producteur de lait près de Cambridge, ne cache pas son désarroi. En 10 ans d'activité, il a eu 15 cas de vaches folles sur un cheptel de 120 bêtes. Le dernier cas remonte à quelques mois. Mais pour lui, accuser les agriculteurs de laxisme, c'est se tromper de cible. Il dénonce aujourd'hui l'attitude de son gouvernement. S'il y a quelque chose qui est injuste, c'est que le ministère et les ministres anglais n'ont pas suffisamment rapidement réagi à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et c'est nous qui allons souffrir à cause de ce que le gouvernement anglais n'a pas fait. Depuis 1986, depuis l'apparition de la maladie de la vache folle, 160 000 cas ont été recensés ici en Grande-Bretagne. Pourtant, il faudra attendre 1989
pour voir le gouvernement britannique adopter des mesures contraignantes comme l'incinération systématique des cadavres infectés. 3 ans pendant lesquels rien ou très peu a été fait, ce que reconnaissent aujourd'hui les syndicats d'agriculteurs. Effectivement, il y a un moment, avant les contrôles, où on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et c'est vrai que pendant cette période, il y a pu y avoir des problèmes. Déjà interdits dans les écoles du pays et face à un boycott qui s'étend chaque jour davantage, certains supermarchés ont décidé de casser les prix sur la viande de bœuf et vendent désormais à perte. Une certitude pourtant, cette seule mesure ne suffira pas à redonner confiance aux consommateurs britanniques. Alors nous retrouvons à Londres Yannick Le Tranchant. Yannick, bonsoir. Quelle est ce soir l'attitude des autorités britanniques? Quelle est aussi leur marge de manœuvre? Eh bien écoutez, il est peut-être un petit peu exagéré de parler de psychose ici en Grande-Bretagne, même si la crise, on l'a vu, est bien réelle, est bien aiguë. L'état d'esprit ce soir est plutôt à l'attentisme. Le gouvernement de John Major, mais aussi les éleveurs, les Anglais dans leur ensemble, sont suspendus à l'avis des experts, à l'avis des scientifiques. Est-ce que les Anglais seront obligés d'abattre, de faire tuer leurs 12 millions de bêtes qui constituent tout leur cheptel? Alors si c'était le cas, vous vous en doutez, ce serait tout un pan de l'agriculture britannique qui s'écroulerait du jour au lendemain. Alors en attendant, on l'a vu, les appels au boycottage se succèdent, se multiplient. J'en prends pour preuve la dernière une du journal du soir, l'Evening Standard, journal très populaire, à gros tirage, qui titre « Don't eat beef », ne mangez pas de bœuf. Merci Yannick. Il faut savoir que le circuit de commercialisation de la viande est étroitement surveillé en France, mais qu'il s'inscrit dans un espace plus grand, celui de l'Europe, sur fond de libre circulation des marchandises. Des experts vétérinaires, on en parlait tout à l'heure, se sont donc réunis toute la journée à Bruxelles. Ils doivent examiner les conséquences de la maladie de la vache folle sur la santé de l'homme. Jusqu'à présent, en effet, les spécialistes estimaient que cette maladie ne pouvait pas se transmettre à l'homme. Ce n'est plus, semble-t-il, l'avis des experts britanniques. Alors nous allons retrouver à Bruxelles Christian-Marie Monod. Christian-Marie, il semblerait que les experts scientifiques se soient décidés et déjà émis un avis sur ce qu'il convenait de faire. Oui, effectivement, ils avaient un double souci, à la fois rassurer les consommateurs européens et puis ne pas pénaliser injustement les éleveurs britanniques. Alors cette préoccupation, avec une pression très forte, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, on n'a rien dit, pas de déclaration. En revanche, selon certaines indiscrétions, il semble que le lien entre la maladie bovine et la maladie humaine ne soit pas établi. En revanche, il y aura un lien entre les consommateurs de cervelle et puis les consommateurs d'os à moelle de bovins qui auraient été malades et seraient morts. Là, il y aurait peut-être un lien dans cette maladie, mais ça, les experts nous le diront clairement, en principe, lundi prochain. Alors voilà, ces experts prendront un avis plus clair lundi prochain et puis surtout ils prendront des décisions et ça peut donc aller jusqu'à une interdiction, une destruction d'une partie du cheptel britannique. C'est tout le souci. Alors compte tenu de ces psychoses, les experts vont faire des propositions à la Commission de Bruxelles qui va trancher. Il est probable que ces décisions ne seront pas forcément liées aux faits objectifs compte tenu de cette psychose. D'autre part, il y aura certainement des mesures d'abattage. Est-ce que ces mesures seront totales? Certainement pas. Importantes? Probablement. Dernière question. Qui va payer? Eh bien, probablement le contribuable européen. Merci Christian-Marie. Alors je vous parlais tout à l'heure du circuit de commercialisation de la viande qui est donc surveillé en France, mais qui s'inscrit dans un espace beaucoup plus grand, celui de l'Europe, sur fond de libre circulation des marchandises. Explication Jean-Paul Chapelle et Elisabeth Esley. Label, appellation d'origine, drapeau tricolore, les bouchers ont différentes façons de mettre en avant l'origine française de leur viande et des preuves à l'appui. Nous élevons nos bêtes nous-mêmes, nous avons 3 fermes sur lesquelles nous élevons des bêtes naturelles, élevage à l'herbage 1 hectare par bête, et les animaux sont tués à 3 ans et demi et contrôlés par le service vétérinaire régulièrement, tous les ans, avec prise de sang. Ça, c'est clair et net, c'est la boucherie artisanale, mais à plus grande échelle, au niveau européen, c'est beaucoup plus flou. Toutes les carcasses sont obligatoirement estampillées, mais sur le lieu d'abattage. Exemple, une viande d'origine anglaise abattue en Angleterre porte le cachet anglais, mais la même viande anglaise abattue en Allemagne porte le cachet allemand. Mais il y a quand même une information sur l'origine, le document sanitaire qui accompagne la bête. C'est très clair qu'à ce moment-là, on est dans le cadre des dispositions communautaires de protection contre la maladie, et donc ces viandes-là n'ont pas de problème particulier. En attendant, choisir le meilleur morceau, c'est un peu la loterie. On ne peut que faire confiance à son boucher et être un peu plus méfiant envers les viandes préemballées et les plats cuisinés. Dans le circuit industriel, on trouve davantage de produits importés. En France, la Bretagne s'est largement spécialisée dans la production de bovins. L'abattoir de Vitré est le premier d'Europe. Et pour assurer sa clientèle, un label Viande de France vient d'être instauré. Reportage Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Viande française.
Cette étiquette sera désormais apposée sur toutes les viandes sortant de la société vitréenne d'abattage. Première réplique pour rassurer et jouer la transparence. Ici, les 5000 bovins tués chaque semaine proviennent du Grand Ouest et sont exempts de maladies. Chacun pourra le vérifier. Le consommateur, face à toute l'information qui est diffusée aujourd'hui sur ce problème, ne peut pas faire le tri et effectivement peut considérer que toute la viande qui lui est offerte est contaminée, ce qu'il faut absolument éviter si on ne veut pas avoir un drame au niveau de la consommation. En fait, la surveillance s'effectue tout au long de la filière. Tout bovin arrivant à l'abattoir doit avoir sa fiche d'identité. De plus, tous les animaux sont contrôlés vivants par les services vétérinaires départementaux. Un animal atteint de BSE serait repéré. Au niveau symptômes cliniques, ce sont des symptômes moteurs. Donc c'est une vache qui ne tient plus debout, qui tremblote, donc on pourrait le voir. Mais en général, si une vache atteinte de maladie de la vache folle venait, elle ne pourrait pas venir de toute façon, puisqu'il faut savoir qu'on a un réseau de surveillance au niveau français. Donc ce sont les vétérinaires praticiens, vétérinaires de clientèle, qui font la recherche dans les exploitations. Chez l'éleveur, le contrôle est permanent. Toute naissance est enregistrée sur un inventaire d'étables. Le vétérinaire passe au moins une fois par an pour des prises de sang. Impossible de cacher un animal malade. La première chose qu'on ferait, c'est d'avertir le vétérinaire pour savoir quel problème il a notre animal. On ne peut pas faire introduire un animal dans un abattoir d'urgence sans qu'il ait un certificat vétérinaire. À cela, il faut ajouter le contrôle sur les importations et l'interdiction des farines d'origine animale. Ainsi, les abattoirs affirment qu'aucune viande d'un animal malade n'a pu et ne pourra passer sur le marché. La guerre du ciel a commencé entre la France et les États-Unis. Ce sont les Américains qui ont tiré les premiers en supprimant 500 vols qu'Air France voulait effectuer en plus cet été. Riposte immédiate française, Paris annule 11 vols hebdomadaires supplémentaires demandés par les compagnies américaines à partir d'avril. Pascal Golomer et Daniel Lefebvre. Destination États-Unis. La priorité pour Air France. Car c'est sur ces vols transatlantiques qu'elle est la plus compétitive et qu'elle regagne en ce moment des parts de marché. Autant dire que la décision d'hier tombe au plus mauvais moment. Washington refuse une bonne partie des vols supplémentaires que la compagnie française demandait pour l'été. 500 vols au total, 176 000 sièges en moins. Des sièges qui étaient parfois déjà réservés. Mais pourquoi une telle décision? Les Américains souhaitent en fait obtenir de la France ce qu'ils ont déjà obtenu des Pays-Bas ou de l'Allemagne, un accord ciel ouvert qui permet aux compagnies des deux pays d'atterrir sans restriction sur les deux territoires. Mais la France fait traîner les choses. Elle a cassé l'accord précédent en 92 et elle n'a engagé aucune négociation depuis. Hier, les Américains tapent du poing sur la table, les Français veulent calmer le jeu. Nous ne sommes pas pour le libéralisme échevelé. Ça doit se faire de manière organisée et harmonisée si ceci doit se faire. Nous sommes en position de fermeté et de défense de nos intérêts sans pour autant, encore une fois, employer le mot guerre. Pas de guerre, peut-être? Ce soir, Paris annule pourtant, par mesure de rétorsion, 170 000 sièges que les compagnies américaines comptaient vendre à partir du 1er avril. La rencontre prévue de longue date entre Anne-Marie Idrac et son homologue américain, mardi, promet d'être animée. François Bayrou à Saint-Malo devant la conférence des présidents d'université. Après la présentation de son plan pour l'école en Conseil des ministres et son entretien avec le chef de l'État hier, le ministre de l'Éducation était donc porteur d'un message de Jacques Chirac au président d'université. La réforme de l'enseignement supérieur revêt pour le chef de l'État une importance cruciale. François Bayrou a donc invité les présidents d'université à convoquer des états généraux pour réfléchir sur différents thèmes, dont celui du statut de l'étudiant. Il faut dire que les conditions de vie à la fac en général et dans les foyers d'étudiants en particulier se sont souvent dégradés, comme le montre ce reportage de Chantal Quimerlin et Frédéric Delarue. Ils se sont rendus à Antony, dans la plus grande cité universitaire de France. 20 heures, coincé entre deux routes à grande circulation, c'est la plus grande cité universitaire de France. Dans quelques minutes, le restaurant et la cafétéria fermeront leurs portes. Trop tôt, quand on est jeune. C'est alors chaque soir le retour obligé dans le long et sinistre couloir des chambres. Constat. Plein de problèmes, je sais pas, moi ceci par exemple c'est mon frigo, c'est ma plaque, tout ça c'est pas légal. Bon, on a ensuite une chambre chacun de 12 mètres carrés, avec nos portes séparées, etc. Donc déjà il faut avoir un voisin avec qui on s'entend bien, c'est pas évident. Respecter la non-mixité, parce qu'on fait des blocs de 4 filles, 4 garçons. Là on a 2 lavabos, qui sont obligés de nous servir que pour la cuisine, etc. Et là on a une douche,
Et là, le règne de la convivialité, c'est que ça part. C'est pas la même chose en face. En face, deux autres voisins, 4 pour une douche donc, les WC à l'étage, manque d'hygiène, manque de place. Certes, pour 700 francs de loyer par mois seulement, mais il n'y a pas non plus de salle commune sur le campus, ni de foyer, pas de bibliothèque pour avoir des livres sur place. Les études deviennent une course effrénée, où ce n'est plus comment dire, les qualités intellectuelles qui vont prévaloir, mais l'endurance quasi psychologique et physique. Pour les locaux comme pour la vie associative, la cité d'Antony accuse ses 40 ans d'âge. Elle a vieilli comme la majorité du logement social étudiant. Pourtant, cette cité avait su innover en créant des lieux de rencontre et de travail pour le soir et les week-ends. Maintenant, on n'a plus de poste, on n'a plus qu'une seule crèche. Et puis le centre médical, les postes sont éliminés petit à petit. Et puis on n'aura plus d'infirmières d'ici à l'année prochaine et des choses comme ça, quoi. Sans de meilleures conditions de vie et de travail, sans un vrai statut social amélioré, on ne peut pas parier sur la réussite de l'université. Surtout, enfin, un vrai statut, c'est-à-dire une allocation. Pour nous, en tout cas, l'UNFIDE, une allocation d'études pour tous, c'est-à-dire un vrai budget pour les étudiants. Et pour défendre ce statut, les étudiants seront certainement nombreux à participer aux états généraux lancés ce soir par le ministre. Un adolescent de 16 ans a été blessé cet après-midi d'un coup de couteau. Il sortait d'un établissement privé du 5e arrondissement à Paris. Philippe Séguin marque sa différence. Il ne ménage pas ses critiques à l'égard du gouvernement sans pour autant citer Alain Juppé. À Épinal, au cours d'un colloque sur l'emploi, il a regretté que l'emploi ne soit pas l'objectif premier de l'action publique. Sur place, Roland Sicard et Philippe Turpot. Philippe Séguin est sans doute convaincu d'une chose, c'est que dans le jeu politique, si l'on veut aller jusqu'au bout, si l'on veut gagner la partie, les questions d'image ne sont pas à négliger. Alors, au moment où le chômage est la grande question, il patronne chez lui, à Épinal, une grande rencontre sur l'emploi. Et syndicalistes, économistes ou patrons semblent d'accord au moins sur un point, tout n'a pas été tenté. Il ne faut pas seulement dire on va faire du meilleur économique pour l'emploi, il faut dire comment nous allons mettre l'emploi dans chaque action pour l'économie. Je pense qu'il y a des contraintes qui s'imposent à tout le monde, mais qu'on n'est pas obligé de les pousser jusqu'à l'extrême. En vérité, on n'a pas vraiment essayé de lutter contre le chômage jusqu'à aujourd'hui. Donc, rien n'est perdu, Philippe Séguin est d'accord. Simplement, le libéralisme, l'Europe, la baisse des charges ne régleront pas tout, l'État a son rôle à jouer. Ce qu'il faut, c'est la volonté, et le président de l'Assemblée, qui parlait de Munich social, donc de capitulation sous le gouvernement Balladur, persiste et signe. J'ai encore le regret de le dire aujourd'hui, de le constater, l'emploi n'est pas l'objectif premier de l'action publique. Alors il nous appartient d'en faire la priorité, de savoir chacun à notre place prendre nos responsabilités pour lutter ensemble contre le chômage. Et alors nous aurons une chance de l'emporter. Bref, une fois de plus, Philippe Séguin fait entendre sa différence. Il existe bien, selon lui, une autre politique. De là à penser qu'il pourrait être l'homme pour la mettre en œuvre à Matignon, il n'y a qu'un pas qu'il se refuse pour le moment à franchir. Il préfère attendre qu'on le lui demande. Et réponse d'Alain Juppé à Philippe Séguin par le biais de l'agence France Presse. Comme M. Séguin dit le Premier ministre, aucune piste ne doit être négligée pour lutter contre le chômage. La police est intervenue ce matin dans l'église Saint-Ambroise à Paris. Elle en a évacué les quelques 300 immigrés africains en situation irrégulière qui l'occupaient depuis 5 jours. L'abbé Pierre, Monseigneur Gaillot, le syndicat de la magistrature et le Parti communiste ont protesté contre cette intervention. Ce soir, la plupart des expulsés se sont groupés dans un gymnase du 11e arrondissement. À Béthune, dans le procès Testuel, les débats sont clos. Les débats qui ont mis en évidence, sinon une connivence, en tout cas une alliance objective entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, pourtant des adversaires de longue date. Dominique Verdaillan et Pascal Caron. Bernard Tapie a envie de parler, de se justifier devant les magistrats, mais aussi devant la presse. Alors, au 5e jour, il invite les journalistes à une mini-conférence, sans micro, sans caméra. Pour lever une ambiguïté, opposée dans d'autres procédures, les avocats du Crédit Lyonnais, principal actionnaire de Testuel, et Bernard Tapie font défense commune. Devant cette apparente connivence, Tapie explique: nous sommes dans le même bateau, on ne va pas ici se taper dessus pour faire du spectacle. Intérêt de défense confirmé par Maître Veil. Il n'y a pas d'infraction dans cette affaire. Par conséquent, il appartient à tous les avocats de démontrer que, effectivement, les infractions d'abus de biens sociaux qui sont reprochées à mon client en sa qualité de prétendu complice n'existent pas.
Front commun toujours face aux experts comptables sur lesquels s'appuie l'accusation. Pour eux, Testu est le grand perdant. Faux, rétorque Elie Fellouz, tout ce montage répond, dit-il, à une logique industrielle. Preuve en est, enchaîne Tapi, Testu vit toujours et moi, je suis en liquidation judiciaire. Consensus total car Testu, aujourd'hui partie civile, n'accable personne. L'idée maîtresse, c'était bien d'avoir un grand pôle industriel. C'était fait, bon ben, tant mieux. Mais à l'arrivée, ça a coûté cher à Testu. Non, je suis pas sûr que vous ayez raison. Difficile de dire à quel procès nous avons assisté. Le terme abus de biens sociaux, principal délit reproché aux 6 prévenus, a pour ainsi dire disparu des débats ces 2 derniers jours, à tel point que les avocats de la défense se sont eux-mêmes inquiétés de savoir si nous nous trouvions devant une juridiction commerciale ou pénale. Il faudra donc attendre plaidoirie et réquisitoire pour savoir de la défense ou de l'accusation qui, dans le dossier Testu, pèse le plus lourd. Le fisc n'en a pas fini avec Jacques Médecin. Il lui réclame 16 millions de francs d'arriérés d'impôts, mais l'ancien maire de Nice est établi maintenant à Punta del Este, en Uruguay. Cet après-midi à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, l'explosion d'une bouteille d'oxygène dans une voiture n'a fait que des dégâts matériels et pas de blessés. Peu de temps après l'explosion, 3 hommes, 2 Marocains et un Portugais ont été interpellés. On ignore s'il existe un quelconque lien entre ces 3 hommes et l'explosion. Peut-on conduire une voiture en toute impunité sous l'emprise de la drogue? Pour l'instant, oui. Il y a dans ce domaine un vide juridique. Pour y remédier, une proposition de loi est à l'étude. Thierry Curtet et Olivier Robert. Les gendarmes le constatent, certaines personnes conduisent sous l'empire de drogue ou de médicaments. Mais si l'alcotest est négatif, pas de sanction. La loi ne permet pas d'aller plus loin dans le contrôle. On n'a pas d'études épidémiologiques. On a eu un certain nombre d'études qui sont partielles, donc il n'y a pas de grande série statistique. Mais les spécialistes admettent qu'il y aurait aujourd'hui environ 10% de Français qui fument du cannabis. Et qui sont responsables d'accidents? Il y a 10% de Français qui fument du cannabis, ça fait plusieurs millions. Comme j'imagine que ces Français conduisent aussi, il doit y avoir un recoupement. Aucune statistique ne permet pour l'instant de dire si ces fumeurs de cannabis sont plus responsables d'accidents que les autres. Voici l'un des tests qu'utilise l'armée française. Une goutte d'urine, ici, la lecture est quasi immédiate pour détecter 4 ou 5 types de substances. Problème, 10% des résultats sont faux. De plus, nous ne sommes pas tous égaux devant, par exemple, le cannabis. Au niveau de la détection, cette fois des drogues, certaines personnes pourront fumer sans qu'on détecte dans les urines, à aucun moment d'ailleurs, après leur prise. Et chez d'autres personnes auront des taux très élevés avec la même quantité de cannabis ingéré. Pour plus de précision, il faut un véritable laboratoire. Mais il ne résout pas tous les problèmes. Le cannabis, dans certains cas, est détectable très longtemps, souvent plusieurs jours. Le conducteur contrôlé positif peut très bien ne plus être sous influence. Il n'est pas non plus envisagé de faire ce genre de test d'urine le long des routes. La proposition de loi ne réserverait ces contrôles qu'au milieu hospitalier, après accident donc, et nécessiterait beaucoup de précautions. Pour la journée mondiale de l'eau, le Conseil général des Landes se lance dans la bataille. Il s'est en effet rendu compte que l'eau revenait souvent beaucoup moins cher aux contribuables lorsque le réseau de distribution était géré directement par la commune. Exemple, à Aire-sur-Adour avec Éric Perrin et Philippe Dumail. Ce sont des gestes très simples, quotidiens, mais qui n'ont pas le même prix selon que l'on réside ici ou là. Examinons par exemple la facture d'eau de la famille Laborde, qui habite à Aire-sur-l'Adour, dans le sud des Landes. Il suffit de comparer avec la famille qui habite dans une autre localité. Bon, on s'aperçoit très vite que la consommation à peu près identique, puisqu'il faut comparer ce qui est comparable, le prix de l'eau est nettement moins cher sur Aire-sur-Adour. La preuve, le mètre cube d'eau est facturé ici 7,35 francs, alors qu'à Bordeaux, il en coûte au consommateur 13,89 francs. Pourquoi cette différence? Parce qu'à Aire-sur-l'Adour, c'est la mairie qui gère la distribution et l'assainissement de l'eau. À l'inverse de la majorité des villes de ce département qui ont décidé d'infermer ce service, c'est-à-dire de s'en remettre à des sociétés privées. Robert Cabé fait partie des élus qui mènent la bataille de l'eau. Il a pour lui une étude menée par le Conseil général dont les résultats sont édifiants. Le prix du mètre cube d'eau est en moyenne supérieur de 70% lorsque l'exploitant est privé. C'est la raison pour laquelle la collectivité départementale, le Conseil général, a souhaité moduler les taux de subvention selon que les communes affirmaient à des compagnies privées ou assuraient le service en régie directe. C'est un choix politique qui place tout le problème de la conception que nous avons du service public local.
Pénaliser les communes qui concèdent la gestion de l'eau au privé, cette décision du Conseil général des Landes est une première en France. Certes, on ne peut reprocher au privé de chercher à dégager des bénéfices, mais il est clair que dans la plupart des cas, le consommateur est gagnant lorsque sa commune gère elle-même sa distribution d'eau. Il faut savoir que 80% de l'eau distribuée en France l'est par le biais de sociétés privées. Dire que le pape se lance dans le showbiz serait peut-être un peu excessif, mais tout de même, Jean-Paul II sera maintenant disponible à tout moment sur compact disque. Alain Chalvon. Radio Vaticana presenta Giovanni Paolo. Les téléspectateurs italiens sont bien sûr habitués à voir l'image du pape sur leur télévision, mais pas encore dans les écrans publicitaires. Ça, c'est une première. Non pas que l'image de Jean-Paul II ait été détournée par Benetton ou quelques-uns de ces publicitaires italiens spécialisés dans les pubs à scandale. Si le Saint-Père a accepté de prêter son image à ce spot, c'est pour la bonne cause, la sienne, celle d'un disque des prières du rosaire, livré, précise la pub, avec son chapelet. Luxueusement présenté, le coffret avec ses 2 disques offre un contenu sévère, des enregistrements live et bruts des prières du rosaire par Jean-Paul II, afin, disent les affichettes, que vous puissiez prier avec le Saint-Père dans l'intimité de votre maison. C'est Radio Vatican, détenteur exclusif de la voix du pape, qui a eu l'idée de ce disque qu'elle espère vendre à travers le monde à des millions d'exemplaires. Et pour atteindre ce but, les jésuites de la radio pontificale n'ont donc pas hésité à utiliser l'image du pape dans un spot, idée iconoclaste et sans précédent. Nous ne sommes pas en train de commercialiser le Saint-Père ou le rosaire. Nous utilisons les moyens les plus appropriés pour toucher notre peuple. Et ce que nous voulons faire avec ce spot télé, c'est montrer la personne privée du pape priant le rosaire autant que l'image publique. Pape privé et pape public, au service tout de même d'un message avant tout commercial. Le disque, précise la pub, coûte 79 000 lire, 250 francs. Il sera donc disponible en France à partir du mois de mai. Jacques Chirac est grand-père, c'est la première fois. Sa fille Claude a accouché cette nuit d'un petit garçon. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État à l'une de ses collaboratrices publiquement, à Lydie Gerbeau, en lui remettant la Légion d'honneur. Eh bien, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Pas encore, et que j'ai su avant vous. C'est rare, et c'est à souligner. Figurez-vous que je suis grand-père pour la première fois depuis 1h15. Elle s'appelle Kaku Take, elle se promène aux alentours de la Grande Ourse et cette nuit, avec un peu de chance et un temps clair, vous pourriez l'apercevoir. C'est la comète la plus brillante que l'on connaisse. Ne ratez pas son passage, sinon vous devrez attendre 100 000 ans pour la revoir. Patrice Pelé, Jean-Louis Bousset sont allés l'admirer à l'Observatoire de Haute-Provence. Ils ont attendu que le soleil se couche, puis ils ont orienté le grand télescope. Un dernier coup d'œil pour s'assurer qu'elle est bien au rendez-vous, et puis tout à coup dans le ciel, Hyakutake, l'une des comètes les plus brillantes jamais observées, est arrivée. Hyakutake, découverte voici il y a 1 mois, est ici à 50 millions de kilomètres de la Terre et fonce à travers l'espace à la vitesse de 250 000 km/h. Ce que vous voyez sur l'image, un noyau de glace entouré d'une chevelure de gaz et de poussière qui proviennent de l'évaporation de la glace due à la chaleur du soleil lorsque la comète s'en rapproche. Hyakutake est une comète jeune qui n'a que 4 milliards d'années. Et c'est pour cela qu'elle intéresse les scientifiques, parce qu'elle porte en elle les traces de la création de notre système solaire. Alors, pendant les 2 semaines à venir, même sans télescope, levez les yeux vers le ciel et profitez du spectacle, car son prochain passage dans la banlieue de la Terre n'aura lieu que dans plusieurs milliers d'années. On appelle ça le bike speed, c'est le dernier né des sports de glisse les plus extrêmes. Rien de plus simple, vous vous mettez en haut d'une pente à 90 degrés avec un VTT et vous laissez rouler. Avec un peu de chance, vous vous en sortirez vivant avec un record à la clé, 188 km/h cet après-midi à Vars, dans les Hautes-Alpes. Alban Mikosi et Gérard Gallian. C'est l'heure où les skieurs amateurs sont sous les couettes, quand la neige durcit par la nuit est bien compacte, l'heure des braves, assurément. Anne-Catherine Chausson va battre le record du monde féminin de vitesse à vélo, chronométré à plus de 172 km/h sur la piste de Vars. Il lui faudra près de 400 mètres d'effort pour pouvoir s'arrêter. On freine, mais il n'y a pas beaucoup de résultats. On ralentit juste. On ne peut pas s'arrêter où on veut, comme on veut.
Sur cette piste, parfaitement préparée, la pente maximale est de 90%. Parcourir 1400 mètres prend moins de 15 secondes. À vélo, les sensations sont décuplées par la hauteur du centre de gravité et par la rigidité du cadre, étudié en soufflerie. C'est un produit qui a été entièrement conçu pour les records de vitesse. Sur un vélo comme celui-ci, il y a 4 mois et demi de travail, des plans jusqu'à la réalisation. Et donc, je dirais que chaque partie du vélo a été réalisée à la main. Et donc, ça n'a vraiment plus rien à voir avec tout le monde. J'adore la bicyclette, mais quand je vois la selle, là, vous voyez, non, pas vraiment. Je crois que je préférais le descendre à ski qu'à vélo. Le kilomètre lancé est preuve de vitesse pure, qu'il soit parcouru à ski, à surf ou en vélo, fait de plus en plus d'émules, même si la discipline exige de vraies qualités techniques. La station de Vars s'est dotée d'équipements spécialisés de tout premier ordre pour répondre à ce nouvel engouement qui permet au moins de redécouvrir les couleurs de la montagne au petit matin. Le football, 3 clubs français en demi-finale des Coupes d'Europe, ça ne s'était tout simplement jamais vu. Et la suite s'annonce plutôt bien puisque le tirage au sort pour les demi-finales s'est montré favorable aux Français qui joueront leur match retour à la maison, comme on dit. Thierry Clopo. Jamais 203, le Paris Saint-Germain, dernier club qualifié pour les demi-finales avec à la clé hier soir 3 buts contre Parme, signé Rai, 2 pénaltys et Patrice Loco. Les 4 et 18 avril, le Paris Saint-Germain qui récupérera Youri Djorkaeff jouera contre le Deportivo La Corogne, 10e du championnat d'Espagne. Dans cette demi-finale, il y aura un match dans le match, le duel brésilien entre Rai, le Parisien, et ici Bebeto, l'avant-centre titulaire de l'équipe du Brésil, et aussi l'avant-centre de la Corogne. Dans ce match, sur air de samba, c'est le Paris Saint-Germain qui a évité le Feyenoord de Rotterdam, qui partira favori avec un retour à la maison. Ça fait quand même la 4e demi-finale qu'on fait, j'espère qu'au moins cette fois on va aller en finale. C'est vrai que sur le papier on est sûrement les favoris, et je me méfie de ces titres-là parce que toutes les équipes ont envie d'aller en finale. On a vu Saragosse l'année dernière qui a créé la surprise et nous on a envie d'y aller, mais on va avoir des équipes difficiles à jouer sur notre parcours. En Coupe de l'UEFA, le Bordeaux de Christophe Dugarry a eu bonne pioche. Le sort a désigné le Slavia Prague. Les Bordelais ont donc évité Barcelone et le Bayern de Munich. Attention malgré tout au leader du championnat tchèque, ici en blanc et rouge, qui a sorti cette saison le RC Lens et en quart de finale les Italiens de l'AS Roma. Sur le papier, c'est du 50-50. À tout seigneur, tout honneur. Le champion de France Nantes, tout relais de sa qualification aux dépens du Spartak de Moscou, sera opposé en demi-finale les 3 et 17 avril à la Juventus de Turin. La Juve qui a sorti au tour précédent le Real de Madrid par favorite, même si au match aller à Turin, elle sera privée de plusieurs titulaires, dont le français Didier Deschamps. Une chose est sûre, les 3 clubs français rêvent d'une finale, et c'est dans leur corde. Et puis Jean-René Gonard me signale que Laurent Jalabert a déclaré forfait pour Milan-San Remo demain. Il souffre toujours d'une douleur au genou gauche suite à une chute dans le Paris-Nice. L'écrivain et journaliste Claude Mauriac est décédé ce matin à son domicile parisien. Claude Mauriac était le fils de François Mauriac, il avait 81 ans. Il avait été le secrétaire particulier du général de Gaulle à la Libération avant de travailler comme journaliste au Figaro, à l'Express, au Monde et au Matin. Le Salon du Livre a ouvert ses portes aujourd'hui. Geneviève Moll et Guillaume Fautra nous en proposent une première visite guidée avec une découverte, un endroit magique où vous pouvez en à peine une minute faire retirer un livre dont l'édition aurait été épuisée. Le Salon du Livre vient d'ouvrir et il y a déjà beaucoup de monde. Mais on a encore assez d'espace pour flâner, rechercher, s'étonner. Ça me fait tout drôle parce que je suis jamais venu ici, puis j'ai jamais vu autant de livres. Ceux-là, ils sont bien, là, la sorcière Camomille au congrès de sorcellerie, ils sont bien ceux-là. J'adore lire, surtout la science. Thomas trouvera tout ce qu'il désire chez les éditeurs consacrés à la littérature pour enfants. Et même chez Actes Sud, qui vient d'ouvrir un nouveau département jeunesse. Mais l'une des grandes innovations du salon, c'est le livre à la carte. Une nouvelle maison d'édition qui, grâce à cette énorme machine, est capable, en 1 minute 10, de vous reproduire un livre ancien, même très abîmé, ou de vous fournir le roman que vous venez de terminer et que personne ne veut éditer. Bien plus, si vous êtes malvoyant, l'ordinateur modifiera le corps d'impression du livre d'origine. Cette machine permet de faire des tout petits tirages, donc pour tous les livres, que justement les éditeurs ne pourraient pas réimprimer selon les procédés normaux ou alors à des prix phénoménaux. Coût de l'opération, 1,40 € par page.
et ça intéresse beaucoup de monde. Ces techniques nouvelles sont sans doute une chance pour les petits auteurs qui peuvent éditer à la demande en petite quantité de manière beaucoup plus personnalisée que par un éditeur normal. Qui a dit que l'écrit était en perdition? Les nouvelles technologies elles-mêmes viennent à son secours. Et c'est tant mieux pour les lecteurs. Il a fallu 20 ans de travaux pour restaurer les 5 pièces de l'appartement qu'occupait Napoléon à Fontainebleau. Aujourd'hui, c'était l'ouverture au public en présence de la princesse Napoléon, de Sébastien Vibert et de Michel Giannoulatos. Il y a au moins une dame dans cette bruyante assistance pour qui la visite n'est pas seulement culturelle et esthétique. Cette dame observe les appartements privés de Napoléon Ier avec un léger pincement au cœur. Et pour cause, elle est la descendante directe de celui qui fut empereur des Français. Quels étaient les sentiments qui pouvaient animer cet homme aux heures de repos, où il pouvait penser à Joséphine, où il pouvait penser à son fils, où il pouvait penser à sa propre famille. Et je pense que chaque fois que je viens à Fontainebleau, c'est ce à quoi je pense. De 1804 à 1814, Napoléon Ier a effectué quelques séjours dans le château de Fontainebleau. Un impérial pied-à-terre qui se résume pour les appartements privés à une salle de bain, un salon et 2 chambres à coucher. Le tout pas plus grand qu'un 3 pièces cuisine, aujourd'hui refait à neuf après 20 ans de restauration. Cette rénovation va sûrement apporter au grand public la possibilité de se rendre compte que des lieux chargés d'histoire sont aussi des lieux où l'histoire de l'art est à son plus haut niveau et où ils auront en même temps que le plaisir de lire une page d'histoire, le plaisir de découvrir des objets magnifiques qui n'ont pour certains d'entre eux l'équivalent nulle part ailleurs. Ces quelques lieux d'intimité n'ont franchement rien de monumental, mais c'est dans les détails qu'apparaissent leur luxe et leur richesse. Cette baignoire est en cuivre étamé garnie de mousseline. Ses murs et ses sièges sont eux aussi garnis d'un fastueux brocart de soie et d'or à motif de lyre et de rosace. Bref, ces appartements d'un autre âge se visitent aujourd'hui comme on lit un grand menu ou comme on assiste à un défilé de mode, avec poésie et gourmandise. Carnet rose maintenant, Michel Struvisso et Vincent Guérard ont la joie de vous annoncer la naissance d'un gorille au zoo de Berlin. Il s'agit d'un petit gorille qui n'a pas encore de nom mais qui est bien sûr adorable. Il faut savoir que sa maman en est à son 2e bébé, qu'elle a 11 ans, que son papa, et l'histoire est importante, ça se passe en Allemagne, s'appelle Derek, et que le petit bébé donc pèse environ 2 kilos et qu'il pèsera a priori 170 kilos quand il sera tout à fait à maturité. Voilà, fin de cette édition. Tout de suite la météo de Nathalie Riouet qui nous annoncera un week-end printanier, puis le point route de Valérie Maurice. Demain à 7h, Catherine Sellac recevra dans Thé ou Café Serge Lama. Je vous retrouve demain à 13h. Bonne soirée sur France 2.